Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La route de l'esclave, une réponse au devoir de mémoire qui vise à briser le silence sur la tragédie de l'esclavage et de la traite négrière longtemps occultée. Ce projet entend célébrer la mémoire de nos ancêtres vendus et déportés comme esclaves en Amérique et en Europe. Incursion dans le quotidien des personnes chargées d'assurer la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions, centres commerciaux et même les marchés. La garde de moto est une activité en plein essor au Bénin. Le sel alimentaire ou le sel de cuisine, il se présente sous différentes formes, indispensable pour la santé certes, mais sa production est très difficile pour le respect de l'environnement. Les producteurs optent de plus en plus pour la production écologique. Intéressons-nous à cette initiative de l'UNESCO qui œuvre de façon déterminante à une meilleure connaissance de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences. Il s'agit du projet La route de l'esclave, résistance, liberté, héritage. Lancé en 1994 à Ouidah, au Bénin, ce projet s'attache à briser le silence sur cette tragédie, mettre en lumière les interactions culturelles issues de cette histoire. La traite négrière, c'est plusieurs siècles d'esclavage dont on se souvient encore aujourd'hui. C'est ce que nous disent Yves Agolopessi et Ulvaeus Balogun. Briser le silence sur la traite négrière et l'esclavage. Tel est le sens du projet La route de l'esclave, lancé en 1994 à Ouidah. C'est un projet qui s'intéresse donc au processus de la traite, de comment ça s'est passé, ce trafic d'êtres humains et comment les captifs qui ont été transformés en esclaves par la violence, la coercition, ont survécu, comment ils ont résisté, qu'est-ce qu'ils ont apporté, comment ils ont pu garder leur culture, comment ils ont influencé les sociétés esclavagistes et tout le mouvement d'émancipation. Et enfin, quelles sont les conséquences de cette histoire aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire les préjugés raciaux sur les Africains et les personnes d'ascendance africaine, la discrimination, le racisme et donc tous les héritages qui se perpétuent aujourd'hui. La route de l'esclave, c'est un lieu de mémoire unique et exceptionnel. Située à Ouidah, sur les rives du golfe de Guinée, cette route fait revivre les derniers pas des 2 millions d'hommes, femmes et enfants qui ont été déportés. C'est l'occasion pour tous les chercheurs, les historiens, les professeurs et tous les experts qui travaillent sur la question de la traite de se retrouver de temps en temps pour faire le point sur les avancées, sur les problèmes qui sont toujours patents, qui restent à gérer autour de cette thématique. La route de l'esclave, c'est 7 étapes et 4 kilomètres pour remonter le temps et rendre hommage. La reconnaissance d'un certain nombre de sites touristiques. Cela développera le tourisme mémoriel. Et vous le savez mieux que quiconque, quand il y a un touriste qui arrive quelque part, il est logé dans nos hôtels, il mange, il achète des souvenirs. Le développement économique qui est derrière intéresse beaucoup le tissu économique du Bénin. Avec la route de l'esclave, c'est une meilleure compréhension des causes et des modalités d'opération de l'esclavage et de la traite négrière, de ses enjeux et conséquences dans le monde. Parlons à présent de garde-vélo, un des métiers de la débrouillardise né à la faveur de l'essor des centres urbains au Bénin. De nos jours, il constitue une source de revenus pour les personnes qui s'y adonnent, eu égard aux multiples services rendus par cette corporation aux usagers de la route. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme, nous dit Ulvaeus Balogun à travers ce reportage. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos.
À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus, le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. C'est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Le sel est indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel, une méthode écologique a été élaborée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle ici des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, et utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas, et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Dans la suite de cette édition, je vous invite à suivre à présent en son et en image le condensé de quelques sujets
Ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, Ulvaeus Balogun a signé La Nation en bref. Le calendrier pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 est désormais disponible. Selon un arrêté ministériel, la rentrée scolaire est prévue au lundi 20 septembre 2021 et la pré-rentrée est prévue du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternels, primaires, secondaires générales, techniques et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Et pour assurer une bonne rentrée scolaire, le gouvernement organise le samedi 11 septembre prochain un test de sélection complémentaire afin de renforcer la base de données des aspirants au métier d'enseignant de l'enseignement secondaire général. Les matières concernées pour ce nouveau test sont le français, les mathématiques, les PCT, les sciences de la vie et de la terre, la philosophie, l'allemand, l'espagnol, l'économie, l'éducation physique et sportive et l'économie familiale et sociale. Selon un communiqué du ministre de l'Enseignement secondaire, les inscriptions se dérouleront du 20 au 27 août 2021 et se feront à travers une phase d'inscription en ligne et le dépôt des dossiers dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Par ailleurs, sont exclus du test les agents de l'État encore en service et les aspirants déjà inscrits dans la base de données, même non redéployés, sauf si ce n'est pour une nécessité de changement de corps d'appartenance. Et dans sa politique de lutte contre la COVID-19, notamment de prise en charge des patients, le gouvernement vient de recevoir 250 bouteilles d'oxygène. C'est un don de la structure énergétique Paras Énergie installée au Nigeria. Ce don intervient en réponse au processus de diversification des marchés d'approvisionnement de ce produit vital lancé par le gouvernement pour renforcer sa disponibilité et répondre efficacement à la demande sans cesse croissante liée au contexte sanitaire. En plus des 250 bouteilles d'oxygène qui ont été gratuitement offertes au Bénin, la structure s'est engagée pour un approvisionnement régulier en cas de besoin. 125 universités d'ici 2032 et 200 000 étudiants internationaux d'ici 2030, c'est l'ambition du gouvernement égyptien. Dans cette logique, 12 à 15 universités orientées vers l'enseignement des compétences technologiques et techniques ouvriront l'année prochaine. Arrimer les formations aux besoins de l'emploi est la principale préoccupation des autorités égyptiennes en matière d'éducation. Selon le gouvernement égyptien, ces nouvelles universités donneront aux jeunes les compétences actuelles, notamment dans les domaines techniques. Ces compétences leur permettront de mieux être intégrés dans le marché du travail. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj.